Je n'aurais jamais imaginé que choisir de travailler avec la mort signifierait faire face à des cauchemars que même le sommeil le plus profond ne parvient pas à effacer. Depuis mon plus jeune âge, je pensais que je voulais être médecin. Je croyais que je trouverais ma place dans les hôpitaux en sauvant des vies, mais mes notes n'ont jamais été à la hauteur. Pourtant, ma fascination pour l'anatomie restait intacte, et je cherchais un moyen de transformer cet intérêt en profession. C'est ainsi que la médecine est devenue un rêve inassouvi, et que la médecine légale s'est ouverte à moi comme une porte que je ne m'attendais pas à ouvrir. Ce n'est pas le genre de carrière que l'on imagine pour soi-même dans son enfance, mais c'était la seule qui me permettait de continuer à étudier le corps humain et d'essayer, d'une manière ou d'une autre, de rendre service à la société. J'ai travaillé pendant des années dans une grande ville où la mort était presque aussi courante que les accidents de la route. Il y avait des jours où j'examinais 4 corps avant le déjeuner, des nuits où je ne voyais même pas le soleil se lever en sortant de la chambre froide. L'atmosphère était si pesante que les gens plaisantaient, en disant que ceux qui restaient trop longtemps là-bas finissaient par développer une sorte de carapace émotionnelle, une barrière involontaire pour ne pas devenir fou. Le problème, c'est que cette barrière a commencé à se refermer trop autour de moi. J'ai réalisé que je devais sortir de ce chaos avant d'être moi-même consumée par mon travail. J'ai donc déménagé dans une petite ville tranquille du Montana, pensant que ce serait mon repos. Et ça l'a été, jusqu'au jour où j'ai reçu l'affaire qui a marqué ma vie à jamais. Une affaire si troublante que même maintenant, j'ai des frissons quand j'y repense. L'appel est arrivé très tôt, avant même que je prenne mon premier café. La voix du policier semblait étrangement basse, comme s'il essayait de masquer quelque chose qui le dérangeait profondément. Il m'a dit qu'une jeune fille avait été trouvée au bord de la route, marchant pieds nus, complètement désorientée. Le conducteur qui l'avait trouvée a décrit la scène comme l'une des plus angoissantes qu'il ait jamais vues. La jeune fille semblait marcher sans savoir où elle était, trébuchant sur sa propre faiblesse, tout en murmurant des mots incohérents. Il a arrêté sa voiture, a essayé de l'aider, et s'est rendu compte qu'elle était si fragile qu'elle pouvait à peine lever la tête. Il a essayé de la maintenir éveillée, lui a tenu la main, lui a parlé, mais ses yeux commençaient à se fermer, comme si son corps avait abandonné avant son esprit. Elle est morte là, à quelques centimètres de celui qui avait tenté de la sauver. L'ambulance est arrivée trop tard. Peut-être n'aurait-il rien pu faire, même s'il était arrivé à temps. Lorsque le corps est finalement arrivé sur ma table, j'ai immédiatement ressenti un malaise. C'était comme si l'air de la pièce était devenu plus lourd. La jeune femme avait environ 20 ans, peut-être moins, mais elle était si maigre qu'elle semblait avoir été consumée par des mois d'abandon. Sa peau avait une couleur jaune maladif, une teinte qui trahissait une défaillance organique, mais ce n'était que le début. En examinant le corps, nous avons remarqué des marques réparties de la tête aux pieds. Des marques de brûlures anciennes et récentes, des cicatrices circulaires, des coupures, des zones de chair détruites, comme si elles avaient été brûlées avec du métal brûlant. Il était impossible d'imaginer que quelqu'un puisse survivre aussi longtemps à une torture aussi méthodique. Et puis vint le détail le plus cruel. Ses yeux avaient été arrachés, pas retirés accidentellement, mais arrachés. Les ongles des mains et des pieds avaient été retirés un par un. L'abdomen présentait des perforations profondes, probablement causées par un objet chauffé à blanc. Lorsque nous avons finalement ouvert son thorax, nous avons trouvé des organes affaissés, des tissus pratiquement inexistants en raison d'une famine prolongée. Mais quelque chose a attiré notre attention lorsque nous sommes arrivés au système digestif. Malgré toute la malnutrition évidente, il y avait des matières partiellement digérées dans l'estomac. L'analyse en laboratoire a révélé 2 espèces de champignons hautement toxiques. L'un d'eux était le tristement célèbre champignon mortel, responsable de morts horribles et douloureuses. L'autre était une espèce qui provoquait des hallucinations intenses, laissant la victime totalement vulnérable. Cela signifiait que quelqu'un avait préparé un mélange mortel, attendu qu'elle soit suffisamment affaiblie pour manger n'importe quoi, puis l'avait laissée mourir lentement de l'intérieur, alors qu'elle errait aveugle, mutilée et désespérée. C'est quelque chose de si cruel que cela défie toute explication rationnelle. La conclusion officielle était qu'elle avait été assassinée, mais pour moi, c'était bien plus qu'un simple homicide. C'était de la pure méchanceté, froide et calculée. Il n'y avait aucune logique, aucun motif, juste un être humain qui avait décidé de déshumaniser quelqu'un jusqu'à son dernier souffle. Pendant des mois, j'ai repassé mentalement chaque détail de cette affaire,
essayant de comprendre qui avait pu faire cela et pourquoi. Nous n'avons jamais trouvé le responsable, mais son visage, même sans yeux, ne m'a jamais quitté. En silence, il est devenu un rappel qu'il existe des monstres qui ne portent pas de masque, seulement de la peau humaine. Mais ce n'était pas la seule fois où j'avais ressenti une véritable peur dans un endroit apparemment isolé. En 1996, mon ami Stan et moi avions la curieuse manie d'explorer les villes fantômes de l'intérieur du Texas. Notre passe-temps consistait à marcher dans des rues abandonnées, à entrer dans des bâtiments vides, à photographier de vieux murs et à imaginer à quoi ressemblait la vie là-bas, avant que tout ne tombe en ruine. C'était une forme d'évasion, je pense. Alors que certains partaient vers la côte, nous prenions la route à la recherche du silence. Et c'est lors d'un de ces voyages que nous sommes arrivés dans la ville fantôme de Lobo, un endroit qui semblait figé dans le temps. Les maisons étaient encore debout, la station-service avait encore ses enseignes rouillées. Les rues portaient encore les traces des pneus d'il y a plusieurs décennies. C'était comme si les habitants avaient disparu en un clin d'œil. Mais ce qui semblait n'être qu'une aventure tranquille a changé en quelques secondes. Nous marchions entre deux bâtiments lorsque nous avons entendu un cri si fort et si désespéré que nous sommes restés figés. C'était un son brut, comme si quelqu'un était déchiqueté vivant. J'ai immédiatement compris que quelque chose de terrible était en train de se passer. Nous avons instinctivement couru vers le bruit, imaginant que quelqu'un était blessé. Mais en nous approchant, nous avons entendu une deuxième voix. Elle ne semblait pas être celle d'une victime, mais plutôt celle d'une personne irritée, autoritaire, comme si elle donnait des ordres ou essayait de forcer quelqu'un à se taire. À ce moment-là, j'ai compris que nous n'allions pas aider quelqu'un. Nous courions droit vers un problème. Lorsque nous avons finalement tourné au coin de la rue, nous n'avons pas vu la victime, mais deux silhouettes. L'une d'elles, énorme, tenait fermement un pied de biche. Son regard s'est instantanément posé sur nous, et c'était le genre de regard que l'on ne croise pas par hasard. Il nous voyait comme des témoins, des gêneurs, des obstacles. L'autre homme, plus petit, criait quelque chose que nous ne comprenions pas, mais son expression montrait clairement qu'il n'était pas content de notre présence. En moins d'une seconde, l'homme gigantesque s'est mis à courir vers nous à une vitesse effrayante. Je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. C'était comme si le sol disparaissait derrière moi. Stan a sorti la clé de la voiture de sa poche pendant que nous courions, trébuchant, transpirant, avec cette terrible sensation qu'une main énorme allait nous attraper par le dos à tout moment. Le bruit des pas de l'homme qui se rapprochait était si réel que pendant un instant, j'ai cru qu'il allait nous rattraper. Mais pour une raison quelconque, peut-être parce qu'il était si grand, il n'a pas pu maintenir sa vitesse jusqu'au bout. Nous sommes montés dans la voiture. Stan a démarré le moteur en tremblant et a accéléré comme si le moteur allait exploser. Dans le rétroviseur, nous avons vu l'homme énorme s'arrêter, prendre une grande inspiration et frapper le sol de toutes ses forces avec son pied de biche. C'était un avertissement clair. Nous sommes revenus quelques heures plus tard avec la police. Nous n'avons trouvé personne, mais nous avons vu des taches sur le sol qui ne pouvaient être que du sang. Les policiers ont dit que quelqu'un utilisait probablement la ville abandonnée comme cachette pour des activités illégales. Nous n'avons jamais découvert ce qui s'était réellement passé là-bas. Mais je sais exactement ce que j'ai ressenti ce jour-là. Pour la première fois, j'ai réalisé que les lieux abandonnés ne sont pas vides, parce qu'ils sont sûrs. Ils sont vides, parce que personne ne veut rester là, où des choses horribles se produisent. La troisième histoire concerne un scientifique que j'ai rencontré des années plus tard, un chercheur spécialisé dans les lacs et les réservoirs. Il était passionné par la nature et passait des semaines entières dans des régions reculées à collecter des données. Il aimait la solitude, les eaux calmes, les matins silencieux. Mais cette tranquillité a un prix. Un de ces jours-là, il a passé des heures à prélever des échantillons au fond d'un lac isolé du Nevada. L'endroit était si éloigné de toute civilisation que si quelque chose s'était produit là-bas, personne ne l'aurait su avant plusieurs jours. Lorsqu'il a terminé son travail et est retourné à sa voiture, il a remarqué quelque chose d'étrange. La vitre du véhicule était brisée. Sa première réaction a été de penser qu'il avait été cambriolé, que tout le matériel coûteux qu'il transportait avait été volé. Mais lorsqu'il a ouvert la porte, il s'est rendu compte que rien n'avait été pris. Au contraire, quelqu'un lui avait laissé quelque chose. Un morceau de carton coincé dans l'essuie-glace indiquait clairement qu'on lui avait laissé un cadeau. Sur le siège passager se trouvait une pierre, probablement utilisée pour briser la vitre. Au début, il a pensé qu'il s'agissait simplement d'une blague de mauvais goût. Mais quelques minutes plus tard,
Alors qu'il roulait sur la route de terre, il a senti quelque chose de vivant remonter le long de sa jambe. Il a baissé les yeux et a vu un scorpion extrêmement venimeux grimper sur sa cuisse. Il a dit qu'il n'avait jamais ressenti une peur aussi pure. La voiture roulait à plus de 90 km/h et il savait qu'un mouvement brusque pouvait provoquer un accident mortel. Il a réussi à arrêter la voiture, à sortir lentement, à secouer l'animal pour le faire tomber et à verrouiller les portes en tremblant. Il s'est accroupi sur le bord de la route et a pris une profonde inspiration, essayant de comprendre qui pouvait faire quelque chose d'aussi cruel. Il a bien sûr déposé plainte, mais personne n'a été arrêté. On n'a jamais su qui avait mis ce scorpion là. Mais la vérité est que quelqu'un savait exactement où il se trouverait et s'était efforcé de causer le plus de dégâts possible. Ces 3 histoires montrent que la peur ne choisit pas son lieu. Elle apparaît dans le calme d'un laboratoire silencieux, dans l'immensité d'une ville abandonnée, dans l'isolement d'un lac perdu dans le désert. Parfois, le danger ne vient pas du surnaturel. Il vient de personnes réelles, de personnes qui vivent parmi nous, de personnes capables d'actes qui défient toute explication humaine. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce que vous comprenez ce type de peur, celle qui vous serre la poitrine, celle qui vous accompagne en silence lorsque vous conduisez seul la nuit ou lorsque la route semble trop longue. Alors je vous invite à rester avec moi sur cette chaîne. Laissez un like et abonnez-vous pour suivre les prochaines histoires. Ainsi, vous n'affronterez pas ces peurs seules. Je suis là pour vous accompagner, même lorsque le chemin est trop sombre.